Ok, bonjour à tous. Et donc, je m'appelle Jonathan Freundlich et donc je travaille à l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Et donc, dans cette deuxième partie, aujourd'hui, je vais parler des galaxies de la séquence principale au cours du temps, c'est-à-dire en fait les galaxies typiques qui sont en train de former des étoiles au cours de l'histoire de l'univers, et donc un petit peu par opposition d'une certaine manière aux galaxies à flambée d'étoiles dont Françoise parlait juste avant, qui elles sont peut-être plus atypiques, ou en tout cas suivant les époques peuvent être plus atypiques pour ce qui est de leur formation d'étoiles. Et donc comme vous l'avez vu au cours de ce cours, l'histoire de l'univers est régie par la compétition entre l'attraction gravitationnelle et l'expansion de l'univers, avec ici, donc je repars un petit peu du début, mais pour donner un petit peu le contexte global, à savoir qu'on peut voir l'univers tel qu'il était il y a 13,7 milliards d'années, sous la forme du fond diffus cosmologique, avec ces petites inhomogénéités qui sont de l'ordre de 1 sur 100 000, qui vont progressivement former les galaxies et les grandes structures de l'univers telles qu'on les voit aujourd'hui. Donc l'attraction gravitationnelle qui fait que chaque petite surdensité locale, donc chaque petit point rouge dans cette carte de température, mais aussi de densité de l'univers tel qu'il était très tôt dans son histoire, va attirer la matière avoisinante et petit à petit s'accroître en accumulant cette manière, dans la mesure où la gravitation est toujours une force attractive. Et donc, cela faisant, on va avoir la formation des structures comme les galaxies, les amas de galaxies, et qui font l'objet du cours de Françoise, donc avec cette séquence de Hubble dont elle vous a parlé, et des morphologies très différentes d'une galaxie à l'autre, à savoir des galaxies elliptiques comme celle-ci, ici, qui ont des formes relativement régulières, sous forme d'ellipses, plus ou moins symétriques, plus ou moins asymétriques, et ensuite des galaxies spirales, comme toutes ces galaxies-là, éventuellement spirales barrées, et je vous ai mis ici une petite sélection de galaxies de l'univers local, à la fois des spirales, des galaxies lenticulaires et des galaxies elliptiques. C'était un petit peu pour donner le contexte sur les différents types de galaxies, avant ensuite de parler plus précisément de la formation des étoiles et de la séquence principale. Mais avant ça, j'aimerais quand même revenir sur l'histoire de l'univers, à savoir donc ici cette visualisation donc où on voit ce fond diffus cosmologique, les premières étoiles qui apparaissent relativement tôt dans l'histoire de la formation des étoiles, et ensuite le développement des différentes structures, toujours dans cette compétition entre l'attraction gravitationnelle et l'expansion de l'univers, qu'on peut voir ici avec même son expansion accélérée qu'on a pu constater depuis la fin des années 1990. Et donc ça, c'est le modèle et notre compréhension de l'histoire de l'univers dans lesquels ma présentation va se situer. C'est un modèle qu'on peut simuler. Donc vous avez vu des exemples de simulation, et je voulais juste en montrer une où on voit le fait qu'à très grande échelle, la dynamique de l'univers et donc la formation des structures est dominée par la matière noire, donc qui représente à peu près 80-85% de l'ensemble de la matière dans l'univers. On compare d'un univers très homogène, comme on l'observe dans le fond diffus cosmologique, et petit à petit, de cet univers très homogène se forment des structures, donc ici des halos de matière noire, et petit à petit, les baryons, c'est-à-dire la matière ordinaire qui initialement suivait la matière noire, va se découpler de celle-ci, petit à petit refroidir, se condenser au cœur des halos de matière noire, et c'est là où la formation des étoiles va pouvoir se passer, formation des étoiles, formation des galaxies, mais aussi, comme vous pouvez le voir ici, des phénomènes qui réchauffent le gaz. Donc ce qu'on voit maintenant, c'est la température du gaz, et vous voyez des explosions qui sont liées à des épisodes de formation d'étoiles qui réchauffent, voire expulsent une partie du gaz, et c'est ce qu'on appelle des phénomènes de rétroaction ou feedback en anglais, et qui contribuent à réguler
la formation des étoiles. C'est-à-dire qu'il y a du gaz qui refroidit et se condense au centre des halos de matière noire. Ce gaz va former des étoiles et en retour, les étoiles, au cours de leur vie et aussi à la fin de leur vie, par exemple quand elles explosent sous forme de supernova, vont réchauffer le gaz, en expulser une partie, ce qui va contribuer à réguler la formation des étoiles et donc à diminuer la formation des étoiles futures. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène où la formation des étoiles elle-même va contribuer à limiter la suite de la formation des étoiles. Donc, si on zoome sur les régions de formation d'étoiles, on peut observer des zones de formation d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. Et donc ici, vous en avez une, à savoir la nébuleuse d'Orion, que vous connaissez peut-être pour l'avoir observée avec un télescope. Et donc, ce qu'on voit ici, ce sont notamment ici des étoiles jeunes qui émettent de la lumière de manière très énergétique dans le domaine ultraviolet. Donc on peut voir ici quelques reflets en fait, de cette lumière ultraviolet, mais surtout ce qu'on voit, c'est du gaz ionisé qui fait partie de cette zone de formation d'étoiles et qui a contribué en fait, à la formation de ces étoiles. Donc en fait, les étoiles se forment dans des nuages de gaz moléculaires géants dans le milieu interstellaire. Donc là, on a un exemple de zone de formation d'étoiles. Donc, ces nuages sont essentiellement composés d'hydrogène, qui est le gaz majoritaire dans l'univers et de manière générale, avec des masses de ces nuages de gaz moléculaires géants qui sont de l'ordre de 10 puissance 5 à 10 puissance 7 masses solaires et qui ont des tailles de l'ordre de quelques dizaines de parsecs. Et donc, le principe, c'est que ces nuages s'effondrent du fait de leur propre gravité. Donc, on va voir juste après une représentation de ça, se fragmentent en cœurs denses, et c'est au niveau de ces cœurs denses qu'il va y avoir l'initiation de réactions de fusion nucléaire qui vont petit à petit produire une partie des éléments atomiques qu'on peut trouver et dont nous sommes faits aussi pour la plupart. Donc, ces nuages, on peut les représenter comme une masse sphérique, si vous voulez, de gaz qui, petit à petit, du fait de sa gravité, va s'effondrer et où vont se former les étoiles. Mais en fait, ils sont aussi fragmentés en des réseaux de filaments, comme on peut voir ici. Donc, parce qu'on a un milieu interstellaire qui peut être très turbulent, avec des champs magnétiques, des instabilités gravitationnelles dans différentes directions en fonction des conditions initiales. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que ces filaments, d'une certaine manière, qui sont liés à la turbulence à l'intérieur du milieu interstellaire, sont liés à la présence ici des cœurs dans lesquels se forment les étoiles. Et donc ici, on voit une simulation de la fragmentation d'un nuage de gaz moléculaire qui va être amené à former des structures compliquées comme ces filaments et à former des étoiles. Et donc, on voit déjà le lien très important qu'il y a entre la formation des étoiles et la quantité de gaz, et le gaz généralement, dans la mesure où c'est à partir de gaz que se forment les étoiles. Plus précisément, c'est à partir de gaz moléculaires froids. Pourquoi froid? Parce qu'en fait, il faut que ce gaz soit suffisamment, que les particules ne soient pas trop rapides pour pouvoir tomber dans le puits potentiel dans son propre puits de potentiel, dans la mesure où si les particules allaient très vite à ce moment-là, c'est-à-dire si le gaz était très chaud, il n'arriverait pas à se condenser sous l'action de sa propre gravité, et du coup il faut que le gaz soit relativement froid, et c'est ce qui se passe pour la phase moléculaire du gaz. Et donc ça, c'était un petit peu une introduction sur la formation des étoiles qu'on peut simuler ici, et on peut observer des zones de formation d'étoiles dans notre galaxie.
Mais ce qui va m'intéresser plus spécifiquement par la suite, c'est l'évolution de la formation des étoiles au cours de l'histoire de l'univers. Et donc, si on regarde notre galaxie, elle forme quelques masses solaires d'étoiles par an dans des zones de formation d'étoiles comme la nébuleuse d'Orion, mais il y en a plus qu'il y en a plein dans toute la galaxie. Et c'est aussi le cas pour l'ordre de grandeur, pour le taux de formation d'étoiles des galaxies spirales qui nous entourent, comme ici M51, qui est une galaxie proche, qui va former, un peu comme la Voie lactée, quelques masses solaires d'étoiles par an. Si maintenant on regarde plus loin dans le passé, on peut voir qu'il y a 8 milliards d'années, les galaxies, donc 8 milliards d'années, ça correspond à un redshift de 1, et donc on va souvent compter le temps en redshift, c'est-à-dire en décalage vers le rouge. Et donc il y a 8 milliards d'années, les galaxies avaient typiquement des taux de formation d'étoiles de l'ordre de 50 masses solaires par an. Donc on est un facteur 10 par rapport à ce qui se passe et ce qu'on voit dans notre Voie lactée, dans les galaxies avoisinantes. Et enfin, si on remonte encore plus loin dans le passé, on va avoir des taux de formation d'étoiles qui sont encore plus grands, donc typiquement de l'ordre de 150 masses solaires par an il y a 10 milliards d'années, donc ça veut dire vers un redshift de 2. Donc évidemment, on voit les galaxies ne sont pas forcément exactement du même type à différentes époques. Évidemment, c'est plus facile d'observer aussi des galaxies plus proches. Mais si maintenant on essaye de représenter ça de manière plus générale sur un diagramme, on a ce diagramme que vous avez peut-être déjà vu, qui représente l'évolution de la formation des étoiles en fonction du temps. Donc ici, ce qui est représenté, c'est en ordonnée la densité du taux de formation d'étoiles par mégaparsec au cube. Donc ça veut dire qu'on moyenne le taux de formation d'étoiles sur un volume de l'univers et on regarde à volume égaux, en fait c'est des volumes qui on prend en compte l'effet de l'expansion de l'univers, mais si on regarde l'évolution de ce taux de formation d'étoiles moyen dans l'univers, on peut voir qu'on a ici un pic de formation qui va correspondre à, précisément, il y a à peu près 10 milliards d'années. Donc ici, dans ce diagramme, on a donc le redshift, le décalage vers le rouge, qui augmente quand on regarde au loin, donc qui augmente aussi quand on regarde loin dans le passé. Donc ici, on a justement la même échelle en termes de temps vers le passé. Donc il y a 10 milliards d'années, on a ce pic de formation d'étoiles avec une diminution ici du taux de formation d'étoiles, donc moyenné dans un volume de l'univers, d'un facteur 10, 20 entre les deux. Et donc l'une des questions qui va m'intéresser par la suite, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a cette évolution du taux de formation d'étoiles au cours de l'histoire de l'univers, dans la mesure où on a vu tout à l'heure, notamment dans la simulation, qu'il y avait formation des étoiles, ces phénomènes de rétroaction, donc de feedback, qui peuvent contribuer à réchauffer, expulser le gaz et donc à inhiber la formation d'étoiles. Donc on peut imaginer que plus la formation d'étoiles avance, moins il y a de gaz disponible, et du coup qu'une partie de cette évolution du taux de formation d'étoiles dans l'histoire de l'univers est due à l'évolution de la quantité de gaz disponible. Mais aussi, on pourrait aussi imaginer que les processus de formation d'étoiles étaient beaucoup plus efficaces tôt dans l'histoire de l'univers, et notamment au moment du pic de formation d'étoiles. Et donc ça, c'est justement quelque chose, enfin l'objet de la recherche que je vais présenter ici, à savoir pourquoi on a cette diminution du taux de formation d'étoiles dans les 10 derniers milliards d'années de l'histoire de l'univers. Est-ce que c'est lié à une différence de quantité de gaz disponible ou est-ce que c'est lié à une différence d'efficacité des processus de formation d'étoiles? Donc dans ce graphique,
on avait moyenné l'ensemble du taux de formation d'étoiles observé dans un volume de l'univers. Mais comme je le rappelais au tout début, il y a des galaxies de différents types, avec des morphologies différentes. Et en fait, toutes les galaxies ne vont pas former des étoiles de la même façon. Et en particulier, on a ce qu'on appelle une bimodalité dans la distribution ici des galaxies. Donc ça, ce qui est représenté ici, c'est en ordonnée précisément le taux de formation d'étoiles, donc en masse solaire par an. Et en abscisse, on a la masse stellaire. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a deux groupes relativement distincts, avec d'un côté, ici, vers le haut, ça correspond à des galaxies qui sont plus bleues, donc parce que plus les galaxies sont bleues, plus elles ont d'étoiles jeunes, parce que les étoiles jeunes émettent beaucoup dans l'ultraviolet et le bleu, alors qu'ici, on a des galaxies plus rouges qui correspondent en fait à des étoiles vieilles, et donc en général, ça va être des galaxies dont la formation d'étoiles a diminué, ou voire s'est arrêtée. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a ici deux séquences. On a d'un côté une séquence qui correspond à des galaxies qui sont plus bleues, ici. Ici, une séquence qui correspond à des galaxies plus rouges. Et donc ça veut dire qu'ici, on va avoir des galaxies qui forment plus d'étoiles, et là, des galaxies dont la formation d'étoiles a fortement diminué, voire s'est arrêtée. Et donc ça, c'est précisément ce qu'on appelle la séquence principale de la formation des étoiles, donc cette séquence bleue, par opposition à ce groupe-là, qui est la séquence rouge. Et il faut savoir que près de 90% de la formation des étoiles dans l'univers, et en particulier dans les 10 derniers milliards d'années depuis le redshift de l'ordre de 2, s'est formé sur cette séquence principale de formation des étoiles. Et comme on va le voir par la suite, le taux de formation d'étoiles sur cette séquence diminue avec le temps, de la même manière que le taux de formation d'étoiles moyenné globalement sur un volume de l'univers diminue depuis redshift 2. Et ce qu'on peut voir aussi ici, c'est qu'entre les deux séquences, on peut imaginer que les galaxies ont commencé par former des étoiles sur la séquence principale, vu que c'est là où se déroule la plupart de la formation des étoiles, et ont ensuite évolué vers la séquence rouge. Mais dans la mesure où il y a quand même assez peu de galaxies entre les deux, ça indique que c'est probablement un processus assez rapide qui fait cette transition entre la séquence principale ici et la séquence rouge. Donc si on regarde en fonction de la morphologie et du temps, donc ça c'est quelque chose que Françoise a montré tout à l'heure, et donc ce qu'on voit là c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a le taux de formation d'étoiles en fonction de la masse stellaire, et on voit de nouveau deux groupes, donc ça c'est à redshift 0, donc ça veut dire dans l'univers local. Ça, c'est autour de redshift 1, donc il y a 8 milliards d'années à peu près, et ensuite redshift 2, donc il y a 10 milliards d'années. Donc ce qu'on voit ici, c'est vraiment deux groupes distincts qui maintenant ne sont pas colorés en termes de nombre de galaxies comme tout à l'heure, mais qui sont colorés en fonction de l'indice de Cersik, qui est un proxy pour la morphologie des galaxies. Donc avec un indice de 1 qui correspond à des disques, comme la Voie lactée ou M51 qu'on voyait tout à l'heure, et n égale 4 qui va correspondre plutôt à des sphéroïdes. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que les galaxies de la séquence principale, qui sont là et qui forment des étoiles, sont dominées par des disques et sont pour l'essentiel des disques, à l'opposé des galaxies de la séquence rouge qui sont plutôt sphéroïdales et donc ont arrêté de former des étoiles. Et donc c'est là qu'on peut voir, si on regarde cette ligne, qu'à masse d'étoiles donnée, la ligne va diminuer à peu près d'un facteur 20 entre redshift 2, donc il y a 10 milliards d'années, et redshift 0, c'est-à-dire aujourd'hui. Et ce qui est en fait logique, étant donné que 90% de la formation d'étoiles a lieu
sur cette séquence principale, ça veut dire que l'essentiel de la diminution globale du taux de formation d'étoiles dans l'univers entre Redshift 2 et aujourd'hui est due à la diminution de cette séquence principale. Il y a un autre aspect qui est important et qui est le fait que ici, on a une séquence qui a l'air de se maintenir avec le temps, qui était déjà en place à Redshift 2, et donc il y a un petit peu un débat sur à quel moment est-ce qu'il y a la mise en place de cette séquence principale. Ça, je vais moins en parler. Mais surtout, cette séquence est relativement, la dispersion est relativement faible, et ce qui indique plutôt des phénomènes continus qui ont besoin, qui sont à l'origine de la formation des étoiles dans ces galaxies, contrairement aux fusions dont Françoise parlait tout à l'heure, à savoir que ici, on a donc voilà, on a besoin dans cette séquence principale de gaz, et l'apport de la matière première pour la formation d'étoiles devrait venir plutôt par des processus continus que par des processus violents comme des fusions, et ce pour deux raisons. D'un côté, la faible dispersion qu'on observe ici, et de l'autre aussi précisément la morphologie de type disque de ces galaxies, dans le sens où si vous avez une succession de fusions sans cesse, probablement la morphologie serait perturbée et on observerait plutôt des sphéroïdes aussi dans la séquence principale, ce qui n'est pas le cas. Donc ici, j'ai juste indiqué qu'on pouvait paramétrer cette relation d'une manière ou d'une autre. Donc, on ne va pas forcément rentrer dans les détails ici de cette paramétrisation, mais on peut essayer de représenter ça, et ça reviendra par la suite quand on essaiera de modéliser cette relation. Donc ici, vous pouvez voir un échantillon de galaxies de la séquence principale, donc qui correspond à peu près à cette ligne-là, donc avec aussi, il y a une certaine dispersion dans la séquence principale malgré tout. Donc des morphologies, mais surtout, si on regarde maintenant les vitesses dans ces galaxies, on peut voir que pour la plupart, elles ont des profils de vitesse relativement réguliers qui correspondent en fait à des disques en rotation. Donc ici, là c'est un zoom sur deux cas ici, et on peut voir de manière assez claire qu'on a un profil de vitesse très régulier et qui correspond à ce qu'on imaginerait par un disque en rotation, c'est-à-dire que ici vous avez un côté qui s'éloigne de nous et un autre côté, et donc qui est décalé vers le rouge, et de l'autre côté quelque chose qui vient vers nous et qui est donc décalé vers le bleu, parce qu'il s'agit là de l'effet Doppler, à savoir que la lumière qui nous parvient est décalée vers le rouge quand l'objet ou une partie de l'objet s'éloigne de nous, et est décalé vers le bleu quand l'objet ou une partie de l'objet vient vers nous. Et donc c'est ce qu'on voit ici. Donc vous pouvez imaginer que cette galaxie tourne comme ça. Je ne sais pas si c'est très clair avec le pointeur. Et de la même façon, ici on a un objet qui est aussi en rotation et avec une partie rouge qui s'éloigne de nous et une partie bleue qui vient vers nous. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir de la séquence principale à Redshift 1, donc il y a 8 milliards d'années. Et si on regarde maintenant à 10 milliards d'années, Redshift 2, on va pouvoir voir que là aussi, on a des profils de vitesse relativement réguliers qui correspondent à des disques en rotation, comme on peut voir ici. Et donc on a un peu ces deux aspects. Donc on avait vu par l'argument de l'indice de Cersik, ce proxy pour la morphologie des galaxies entre disques et elliptiques. Ici, avec les vitesses, le fait que les galaxies de la séquence principale sont des disques en rotation. Et donc, avec ici, on avait aussi quelques images de ces galaxies qui sont un petit peu, comment dire, avec un peu moins de résolution quand on regarde plus loin vers le passé, peut-être aussi avec ici des ensembles un peu plus grumeleux, mais essentiellement on a dans les deux cas, à toutes les époques, manifestement affaire à des disques en rotation.
Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ça implique qu'il y ait un apport en gaz relativement important, donc parce qu'il va falloir du gaz pour alimenter la formation d'étoiles dans la galaxie. Et il y a essentiellement deux manières d'apporter du gaz dans les galaxies, à savoir d'un côté en accrétant d'autres galaxies, donc par des fusions, soit des fusions mineures de petites galaxies, de galaxies plus petites, soit par des fusions majeures, donc des fusions de galaxies de taille similaire, soit notamment par des filaments de gaz qui seraient issus de la toile cosmique. Donc on avait vu notamment dans la vidéo tout à l'heure qu'à très grande échelle, l'évolution des structures est marquée par la présence de cette toile cosmique, c'est-à-dire un réseau de filaments essentiellement faits de matière noire, mais qui contient aussi beaucoup de gaz, et donc ce gaz peut se déplacer le long des filaments, et c'est précisément ce qu'on voit ici avec du gaz qui est en train d'arriver au centre vers la galaxie. Donc la galaxie est toute petite au centre ici, et on a du gaz qui peut être soit relativement lisse, suivant le filament cosmique, soit avec éventuellement des petits grumeaux qui vont apporter plus de gaz pour ça. Et donc le fait que les galaxies de la séquence principale soient des disques avec une dispersion relativement faible indique plutôt un processus continu pour l'apport en gaz, comme c'est notamment indiqué ici. Et du coup, on peut avoir une visualisation un petit peu de ce qui se passe dans des galaxies typiques, et notamment dans les galaxies de la séquence principale qu'on a ici, à savoir qu'on va avoir déjà un halo de matière noire qui entoure la galaxie dans son ensemble, donc la galaxie qui se trouve au centre ici. On a du gaz qui arrive au sein de la galaxie, notamment grâce à ces filaments issus de la toile cosmique. Ce gaz participe à la formation des étoiles au centre de la galaxie et permet une formation d'étoiles continue sur des échelles de temps relativement importantes. Mais en même temps, cette formation d'étoiles induit des phénomènes relativement importants de rétroaction, de feedback. Donc on avait vu tout à l'heure sous la forme d'explosions qui augmentaient brutalement la température du gaz, mais qui peuvent aussi éjecter une partie du gaz et donc inhiber la formation des étoiles, sachant qu'une partie de ce gaz qui est éjecté peut aussi retomber dans la galaxie et donc reparticiper à la formation d'étoiles. Et c'est ce qui se traduit par cette équation ici, où chacune des quantités avec un point en fait, correspond à une dérivée, c'est-à-dire une variation dans le temps. Donc ce que dit cette équation, c'est que la variation du gaz, de la quantité de gaz ou de la masse de gaz dans la galaxie est égale à un apport en gaz qui est lié au gaz qui arrive ici, moins une partie qui est consommée pour la formation d'étoiles. Ensuite, encore un moins ici qui correspond au gaz qui est éjecté sous forme ici de vent stellaire ou d'explosion de supernova. Et ce terme-là, il est proportionnel au taux de formation d'étoiles. Donc ça, c'est le taux de formation d'étoiles. Et donc ce terme-là, il est proportionnel au taux de formation d'étoiles parce que plus vous formez d'étoiles, plus vous allez avoir de vent stellaire et d'explosion de supernova. Et donc plus vous allez perdre du gaz par ces vents et ces explosions. Et ensuite, il y a un dernier terme qui est lui encore proportionnel au taux de formation d'étoiles, qui correspond au gaz qui est recyclé et qui revient après avoir été éjecté dans la galaxie. Et donc ça, on peut essayer de le modéliser en visualisant un petit peu une galaxie comme, si vous voulez, une usine qui forme des étoiles avec une matière première qui est le gaz. Le gaz est utilisé pour faire des étoiles et il y a des résidus du gaz qui est éjecté après la formation des étoiles et qui peut être perdu ou qui peut être recyclé. Et donc on a un réservoir de gaz dans la galaxie qui est alimenté par l'extérieur et qui est consommé pour former des étoiles, qui peut être éjecté
par la formation des étoiles, mais une partie du gaz éjecté peut aussi retomber dans la galaxie. Et ça, c'est à la base d'un modèle qui permet d'expliquer la séquence principale. Donc, je voulais un petit peu dire deux mots sur ce modèle, à savoir qu'avec des arguments et des ingrédients relativement simples, on peut expliquer la séquence principale en introduisant déjà un premier ingrédient qui est donc l'accrétion du gaz, donc ce terme bleu. Donc on va supposer que la quantité de gaz qui arrive dans la galaxie est proportionnelle à la quantité de matière globale, donc y compris matière noire qui arrive dans le halo qui entoure la galaxie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut déduire soit grâce à des simulations numériques, soit par la théorie. Et en introduisant ensuite la formation des étoiles, donc on va justement supposer que le taux de formation d'étoiles est proportionnel à la quantité de gaz dans la galaxie, et qu'une partie du gaz peut être éjectée, donc c'est les deux termes que j'expliquais tout à l'heure, à savoir le fait qu'il y a des vents, que la quantité de matière de gaz qui est éjectée est proportionnelle au taux de formation d'étoiles, mais qu'une partie peut être recyclée ici. Donc avec ces différents ingrédients, on peut imaginer un modèle où la quantité de gaz dans la galaxie varie pas, en tout cas pas à l'échelle, ou en tout cas varie à une échelle de temps très longue par rapport aux échelles caractéristiques de ces phénomènes-là. Et donc quand on fait un modèle de cet ordre-là, donc avec ces ingrédients ici qui sont décrits par cette équation, par ces quatre éléments, c'est-à-dire accrétion du gaz, formation d'étoiles proportionnelle à la quantité de gaz disponible, éjection et recyclage du gaz, et ensuite équilibre de l'ensemble, c'est-à-dire qu'on suppose là que la quantité de gaz ne change pas, on peut reproduire ce que les observations nous indiquent sur la séquence principale, dans le sens où ça correspond à la figure que j'ai montrée tout à l'heure qui donnait le taux de formation d'étoiles moyenné sur un volume de l'univers en fonction du redshift ou en fonction du temps. Donc vous avez les observations et la prédiction du modèle, de ce modèle relativement simple ici. Et de la même manière, ce graphique-là correspond à un graphique que je montrais tout à l'heure, donc le taux de formation d'étoiles en fonction de la masse stellaire. Le gris correspond aux observations et le noir aux prédictions de ce modèle relativement simple pour expliquer la formation des étoiles dans les galaxies de la séquence principale à différentes époques. Et donc avec ces différents ingrédients, on peut rendre compte de manière globale de la formation des étoiles dans ces galaxies. Et maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus près de ce qui est à l'origine de la formation des étoiles, à savoir le gaz moléculaire. Et donc ici, vous avez différentes images d'une galaxie proche avec différentes composantes. Donc on voit le gaz atomique, le gaz moléculaire, donc le gaz total, et on peut lier ça au taux de formation d'étoiles qu'on voit ici. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais ça c'est le taux de formation d'étoiles total. Et ce qu'on peut voir, c'est que ce taux de formation d'étoiles est très lié à la quantité de gaz total, mais peut-être plus précisément à la quantité de gaz moléculaire. Et donc précisément parce que le gaz moléculaire, c'est le gaz froid à partir duquel se forment les étoiles. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut caractériser de manière un peu plus précise, notamment grâce à la relation de Schmidt-Kennicott, donc qui ici montre la densité surfacique du taux de formation d'étoiles, donc moyennée sur l'ensemble d'une galaxie ou sur une région d'une galaxie, en fonction de la densité surfacique du gaz. Donc le gaz, soit le gaz atomique, soit le gaz moléculaire. Donc ça, c'est ce que ça donne à redshift 0, c'est-à-dire aujourd'hui. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en fonction de la densité, on va avoir plutôt du gaz atomique ou plutôt du gaz moléculaire, à savoir que ici, ça correspond plutôt au gaz atomique, quand la densité est très faible, ici plutôt au gaz moléculaire. Et donc, en fait, dans cette région, on va avoir une relation qui est presque linéaire entre le taux de formation d'étoiles et le gaz moléculaire.
sachant que, en fait, ici, on a affaire aux galaxies à flambée d'étoiles, qui, comme Françoise le disait juste tout à l'heure, sont plutôt liées à des fusions. Et donc, ici, ce qui va nous intéresser, c'est plus ce qui se passe dans les galaxies normales, on va dire, typiques pour la formation d'étoiles, où on a cette relation presque linéaire entre densité surfacique du gaz moléculaire et taux de formation d'étoiles. On peut définir ce qu'on appelle le temps de déplétion, ce qui est la masse de gaz divisée par le taux de formation d'étoiles. Donc en fait, c'est le temps nécessaire pour consommer une certaine quantité de gaz à un taux de formation d'étoiles constant. Donc plus ce temps est petit, plus vous consommez rapidement le gaz, c'est-à-dire plus la formation d'étoiles est efficace, plus ce temps est grand, plus vous mettez du temps à consommer une certaine quantité de gaz, et donc plus la formation d'étoiles est non efficace. Et donc dans ce graphique, ça correspond à un temps de déplétion de 0,1 milliard d'années, ici 1 milliard d'années, et ici 10 milliards d'années. Et donc maintenant, on va essayer de savoir, est-ce que cette relation est la même plus tôt dans l'histoire de l'univers? Et c'est ce qu'on peut voir ici. On compare en fait ici différentes époques. Donc vous avez les mesures à redshift 0 aujourd'hui. Des mesures il y a entre 5 et 7 milliards d'années, et les triangles qui correspondent à 8-10 milliards d'années. Donc on a, comme tout à l'heure, les mêmes lignes qui correspondent au temps de déplétion, donc 0,1 milliard d'années, 1 milliard d'années et 10 milliards d'années. Donc ici, vous avez une formation qui est beaucoup plus efficace, ici, moins efficace. Mais comme vous pouvez le voir, quand on se restreint ici au gaz moléculaire, on a une relation qui est extrêmement linéaire, donc proportionnalité entre le taux de formation d'étoiles et la quantité de gaz moléculaire. Et ce qu'on peut voir aussi dans ce graphique ici, c'est que le temps de déplétion évolue peu durant les 10 derniers milliards d'années de l'univers, sachant que ici, vous voyez que tout est à peu près autour de 1 milliard d'années. Alors il y a des différences, je vais venir là-dessus, mais c'est un effet de deuxième ordre, à savoir qu'au premier ordre, on peut voir que globalement, les processus de formation d'étoiles ont l'air à peu près aussi efficaces, ne semblent pas avoir l'efficacité de la formation d'étoiles ne semble pas avoir beaucoup varié entre redshift 2 et redshift 0. Et donc, dans ce graphique, les deux derniers mesures, les points qu'on voit là, ça correspond à un relevé qui s'appelle FIPS, en fait à deux relevés qui s'appellent FIPS, et dont Françoise était l'investigatrice principale pour le premier, et donc qui a précisément essayé de relever le gaz moléculaire dans des galaxies à différentes époques pour essayer de comprendre et de répondre à cette question que j'évoquais au début, à savoir est-ce que l'évolution de la formation des étoiles, du taux de formation d'étoiles dans l'univers dans les 10 derniers milliards d'années est due uniquement à la quantité de gaz disponible ou aussi, éventuellement, à des différences dans l'efficacité de la formation des étoiles. Et donc, c'est un relevé qui a été effectué avec l'interféromètre NOEMA, qui se trouve dans les Alpes, et donc qui observe le gaz moléculaire CO, c'est-à-dire le monoxyde de carbone, dans le domaine radio. Et donc c'est pour ça que ce télescope est constitué d'une série d'antennes paraboliques qui observent les ondes radio et qui fait interférer en fait, les signaux reçus par les différentes antennes pour augmenter la résolution et aussi la sensibilité de l'instrument. Et donc, dans ce relevé, ce qui a été observé, c'est des galaxies de la séquence principale. Donc, vous voyez en rouge et en bleu les points observés, donc dans différents domaines de redshift, donc à redshift entre 0,5 et 0,8, autour de redshift 1, entre redshift 2 et 3, donc pour essayer de mieux comprendre toute cette période entre des 10 derniers milliards d'années et savoir en quoi est-ce que la formation des étoiles est liée ou pas au réservoir de gaz. Donc là, c'était juste quelques exemples, surtout pour vous montrer le type d'observation que ça fait, à savoir que ce qui nous intéressait dans ce relevé, c'était d'avoir la quantité de masse
de gaz moléculaire. Et donc pour ça, on observe l'arrêt d'émission du monoxyde de carbone qui a une longueur d'onde particulière. Et donc on connaît le décalage vers le rouge des galaxies observées, donc on sait où s'attendre à avoir cette raie. Et de l'air sous la raie, on peut déduire la quantité de gaz moléculaire dans la galaxie. Vous voyez ici le type de galaxie pour une partie là. Mais surtout, ce qui est assez important, c'est que ça a permis de mieux comprendre ce lien entre le taux de formation d'étoiles et la masse de gaz moléculaire. Et notamment à travers ces graphiques qui montrent en fait pour les deux premiers en haut le temps de déplétion, donc ce qui correspond un peu à l'efficacité de la formation des étoiles. Donc je vous rappelle, plus le temps de déplétion est grand, moins l'efficacité de la formation d'étoiles est grande, et inversement, plus le temps de déplétion est faible, plus la formation d'étoiles est efficace. Et ici, on a la fraction de gaz moléculaire. Et donc tout ça, c'est représenté en fonction ici du temps, donc avec un redshift ici qui correspond à 0, donc aujourd'hui, et ici de l'ordre de 10-11 milliards d'années dans le passé. Et là, on représente un peu la même chose, mais en fonction de la position par rapport à la séquence principale. Donc, à savoir, est-ce que les galaxies sont plutôt en dessous de la séquence principale ou plutôt au-dessus. Et donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut voir à travers ces graphiques, à savoir que pour le premier, on voit que le temps de déplétion évolue relativement peu durant les 10 derniers milliards d'années. Alors, il y a quand même une tendance, dans le sens où le temps de déplétion est légèrement plus faible il y a 10 milliards d'années comparé à aujourd'hui. Donc ça veut dire que les processus de formation d'étoiles étaient légèrement plus efficaces il y a 10 milliards d'années, mais c'est un petit effet comparé notamment à ce qu'on observe pour la fraction de gaz, à savoir que la fraction de gaz était bien plus grande il y a 10 milliards d'années ici, avec une augmentation d'un ordre de grandeur, donc ce qui correspond précisément à l'ordre de grandeur qu'on observe entre les galaxies il y a 10 milliards d'années qui forment autour de 10 à 20 fois plus d'étoiles qu'aujourd'hui. Donc ici, la fraction de gaz, elle est de l'ordre de 5% à redshift 0. Ensuite, on monte à 37% à redshift 1 et on arrive autour de 50% à redshift 2. Donc en fait, il y a 10 milliards d'années, on a des galaxies qui sont avec des fractions de gaz beaucoup plus importantes, et donc ce qui implique aussi éventuellement des dynamiques un peu différentes à l'intérieur des galaxies à ces époques-là. Mais globalement, le temps de déplétion, c'est-à-dire l'efficacité de la formation d'étoiles, n'évolue relativement peu. Autre chose qui est intéressante, c'est que si on regarde ce qui se passe entre les galaxies qui sont plutôt au-dessus ou plutôt en dessous de la séquence principale, on peut voir que la fraction de gaz est plus grande au-dessus de la séquence principale. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi lié aux fusions, à savoir que les fusions de galaxies vont être souvent des galaxies qui sont beaucoup plus au-dessus de la séquence principale, et donc il va y avoir plus de gaz aussi. Et donc là, on a fraction de gaz plus grande au-dessus de la séquence principale, donc plus faible en dessous. Et si on regarde le temps de déplétion, là aussi, il y a une relation assez forte, à savoir que le temps de déplétion est plus petit au-dessus de la séquence principale et plus grand en dessous. C'est-à-dire que les galaxies qui sont plutôt au-dessus de la séquence principale sont plus riches en gaz et ont une efficacité de formation d'étoiles plus importante. Et inversement, les galaxies qui sont plutôt en dessous de la séquence principale sont moins riches en gaz et ont une formation d'étoiles moins efficace. Donc c'est ce qu'on voit ici, vu différemment. Donc là, c'est toujours la séquence principale, si vous voulez, qui est maintenant située à 0. Donc c'est juste normalisé pour que ça corresponde à une ligne horizontale, donc la ligne médiane de la séquence principale. Et donc on voit assez clairement que quand on colorie les différentes galaxies en fonction ici du temps de déplétion, on a un temps de déplétion qui est beaucoup plus petit en haut, donc une efficacité plus importante. Et ici, quand on colorie en fonction du gaz moléculaire, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il y a une fraction de gaz moléculaire beaucoup plus importante au-dessus de
la séquence principale. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut essayer de comprendre d'un point de vue théorique. Et donc une interprétation de ça qui a été proposée à partir de simulations, c'est notamment d'invoquer des cycles de contraction, de consommation et de réapprovisionnement de gaz. C'est-à-dire que ici, ce qu'on représente, c'est un peu un schéma, c'est un schéma inspiré de simulations, où on représente ici le taux de formation d'étoiles normalisé par le taux de formation d'étoiles sur la séquence principale, c'est-à-dire qu'on retrouve en fait la séquence principale ici quand c'est égal à 0, en fonction de, ici c'est plus la masse stellaire, c'est la masse du halo, mais vous pouvez imaginer que la masse stellaire suit ou est proportionnelle d'une certaine manière à la masse du halo de matière noire dans lequel la galaxie se trouve, ou c'est la masse stellaire, autant pour moi, ici. Et donc l'idée, c'est ici que les galaxies vont être confinées dans la séquence principale ici par ces cycles-là, c'est-à-dire des cycles où un apport en gaz va contribuer, par exemple, typiquement par une petite fusion ou un événement qui va susciter ça. Le gaz va se contracter vers le centre de la galaxie. Et donc, comme il y a un gaz qui est relativement sous pression au centre de la galaxie, ça va augmenter l'efficacité de la formation des étoiles, et d'où le fait qu'on va avoir ici ce que certains appellent un blue nugget, ou une pépite bleue, qui serait un objet où donc le gaz est relativement concentré au centre. Donc, la fraction de gaz est un peu plus importante, donc on est monté en haut. Donc vous vous rappelez qu'au-dessus de la séquence principale, la fraction de gaz augmentait. Le temps de déplétion diminuait, c'est-à-dire que l'efficacité de formation d'étoiles a augmenté, notamment du fait qu'on a du gaz sous pression au centre de la galaxie. Et quand il y a formation d'étoiles, il va y avoir consommation de ce gaz qui a été ramené au centre, d'où le fait qu'à un certain moment, on va avoir une descente, c'est-à-dire que la fraction de gaz va diminuer, et comme la pression diminue, l'efficacité de la formation d'étoiles va aussi diminuer, donc on va descendre ici, et il peut y avoir comme ça des cycles, sachant qu'une fois qu'on est là, il peut y avoir de nouveau un apport en gaz qui va ramener du gaz au centre de la galaxie, et poursuivre des cycles de cette manière-là, jusqu'à ce qu'à un moment, la masse soit trop importante et qu'il n'y ait plus de possibilité de ramener encore du gaz par l'accrétion. Et donc ici, ça, c'était baisse de la formation d'étoiles quand on est ici, et enfin, arrêt de la formation d'étoiles quand la galaxie est à une masse plus importante, dépasse une certaine masse. Donc ça, c'est quelque chose qui a été qui est inspiré de ce qu'on peut voir dans les simulations et que vous pouvez voir ici, à savoir que là, ce qu'on représente, c'est la densité de surface du gaz. Ici, c'est la densité de surface des étoiles, mais c'est surtout dans le gaz qu'on regarde. Et donc ce dont on parle ici, c'est ici un phénomène de contraction du gaz vers le centre, avec accrétion depuis l'extérieur, apport du gaz au centre, formation de cet objet avec du gaz au centre, et donc formation d'étoiles accrues au niveau du centre, ensuite consommation du gaz, et aussi formation éventuelle d'un anneau, comme c'est le cas ici. Et donc ça, c'est un petit peu la base de ce scénario. Et ensuite, à un moment, arrêt de l'accrétion, et l'une des manières de rendre compte de l'arrêt de l'accrétion, c'est que si on s'intéresse ici à la masse du halo de matière noire en fonction du redshift ou en fonction du temps, on a différents régimes possibles pour l'accrétion du gaz dans la galaxie, à savoir que quand on a des galaxies de relativement faible masse tôt dans l'histoire de l'univers, c'est des galaxies qui vont se trouver en général à l'intérieur de filaments cosmologiques où ils vont pouvoir accréter du gaz de manière relativement simple à partir des filaments de gaz froid. Mais à un certain moment, il va y avoir la formation d'un choc ici, c'est-à-dire que si vous avez un tuyau, que vous envoyez de l'eau dans le tuyau, à un moment, il va y avoir un retour. De la même manière,
si vous envoyez du gaz au centre d'un halo, à un moment, vous n'allez plus pouvoir complètement envoyer du gaz, et donc il va y avoir ce choc qui va se développer et qui va contribuer à réchauffer le gaz, et donc du gaz chaud et impropre à former des étoiles, et va notamment, à un moment, plus arriver au centre. Donc là, vous avez des exemples d'une simulation de Pierre-Ross-Virk, où vous voyez justement ces filaments qui pénètrent à l'intérieur du halo de matière noire jusque dans la galaxie, et le développement de ce choc qui, à un moment, va prendre l'ensemble va couvrir l'ensemble du halo et empêcher l'accrétion du gaz. Ça, combiné avec l'effet notamment des noyaux actifs, va contribuer à stopper l'accrétion du gaz et contribuer à la fin de la formation des étoiles. Donc ici, vous voyez le développement de ce choc. Et enfin, là, ce serait un petit peu le parcours d'une galaxie typique, donc qui commence dans une situation où elle est alimentée par des filaments de gaz froid, tôt dans l'histoire de l'univers, et à un moment, ces filaments ne peuvent plus l'alimenter, et c'est peut-être là qu'elle atteint une certaine masse qui fait qu'on va plus avoir, qu'elle va quitter la séquence principale et aller dans la séquence rouge où la formation des étoiles est arrêtée. Et du coup, voilà, c'était un petit peu l'histoire que je voulais raconter avec différents éléments, à savoir qu'on a commencé sur le fait que la formation des étoiles connaît un pic il y a 10 milliards d'années. Donc ça, c'était le taux de formation d'étoiles moyenné sur l'ensemble des galaxies dans un volume de l'univers, que la plus grande partie des étoiles qui se forment dans les galaxies de la séquence principale, donc qui correspondent à des galaxies dont la morphologie est de type disque, et c'est ce qu'on voit notamment quand on regarde la vitesse de ces objets, donc des disques en rotation, que la taux de formation d'étoiles, la formation des étoiles dans ces galaxies est notamment possible parce qu'il peut y avoir un apport régulier en gaz le long de filaments du milieu issus, des filaments de gaz froid issus de la toile cosmique. On peut expliquer d'une certaine manière et de manière relativement simple la séquence principale par un modèle d'équilibre du gaz, donc en tenant en compte des différents ingrédients que sont l'accrétion, la formation des étoiles, les phénomènes de rétroaction, de feedback qui sont ici pris en compte qui étaient pris en compte de manière très schématique. Mais on arrive à retrouver un petit peu ces propriétés observationnelles. Ensuite, si on regarde un petit peu plus en détail, on peut voir que c'est à partir du gaz moléculaire que se forment les étoiles et que donc il y a une proportionnalité dans les galaxies de la séquence principale entre la masse de gaz moléculaire disponible et le taux de formation d'étoiles. Et enfin, que l'évolution du taux de formation d'étoiles, donc celle-ci, dans la séquence principale, celle suit l'évolution de la fraction de gaz moléculaire avec une efficacité de la formation qui n'est que légèrement plus importante il y a 10 milliards d'années. Et j'ai aussi essayé de montrer comment on pouvait essayer de décrire ça par des cycles de contraction du gaz, consommation du gaz au centre par la formation des étoiles et réapprovisionnement par notamment par exemple par ces filaments, jusqu'à ce que l'accrétion s'arrête et donc que la galaxie tombe de la séquence principale vers la séquence rouge. Voilà. Merci.